Bonsoir à toutes et à tous, Katia Chastagne, directrice de rédaction aux éditions LexisNexis. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition du webinaire Jury Covid-19. Ce rendez-vous d'actualité est organisé conjointement par les éditions LexisNexis et le Club des juristes. Nous accueillons ce soir Sandrine Clavel pour évoquer les incidences de la crise sanitaire sur le fonctionnement des universités. Sandrine Clavel est professeure de droit privé et sciences criminelles à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines Paris-Saclay et présidente honoraire de la conférence des doyens de droit et sciences politiques. Elle est également membre du Conseil supérieur de la magistrature depuis février 2019. Merci Sandrine Clavel d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci Katia, bonsoir à tous et merci vraiment à LexisNexis pour cette invitation qui me fait d'autant plus plaisir que c'est ma dernière intervention en tant que présidente de la conférence des doyens de droit et sciences politiques puisque je suis en fin de mandat et dans quelques jours je vais passer le relais à mon collègue le doyen Jean-Christophe Simpeau. Je finis en beauté avec vous. Merci. Sandrine Clavel, les universités sont maintenant fermées depuis la mi-mars et ne rouvriront pas pour cette année universitaire, ce qu'a confirmé implicitement le Premier ministre cet après-midi lors de la présentation du plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale. Comment, dans ces conditions absolument inédites, les universités s'organisent-elles pour assurer la continuité pédagogique et organiser les examens du second semestre? Y a-t-il une dynamique commune? Bien Katia, alors la première chose qu'on peut dire, c'est que comme tout le monde, on a été pris un petit peu de court, parce que quand l'annonce du confinement a été faite, on savait juste, on venait juste d'apprendre que les universités allaient fermer. Et on s'y attendait pas forcément. Donc, dans un premier temps, on a été totalement mobilisé par l'organisation de la continuité pédagogique. Et puis là, dans la continuité pédagogique, on peut dire qu'il y a eu un peu deux phases. Première phase de mise en place brutale, c'était quand même, je disais, une situation d'impréparation. Donc chacun a fait un petit peu ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Et cette phase-là, elle a quand même beaucoup reposé sur l'engagement individuel, l'engagement personnel de chaque enseignant. Là, on est rentré dans une phase qui est évidemment beaucoup plus mieux organisée. On a un peu pris notre rythme de croisière dans cette nouvelle organisation pédagogique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation des personnels enseignants, bien sûr des personnels titulaires, mais aussi, et c'était pas évident, des vacataires qui ont tous fait un travail absolument formidable, extraordinaire pour rester à côté de nos étudiants et les accompagner, parce qu'on avait très peur qu'ils se sentent seuls et livrés à eux-mêmes. Donc, on leur est un peu tombé dessus et je dois dire qu'au début, ils ont tous presque eu le sentiment qu'on était trop présents. C'était dur pour eux parce que ils étaient très sollicités. Mais finalement, je crois que voilà, les choses se sont à peu près bien mises en place. Alors maintenant, je le disais, on s'est installé dans ce rythme de croisière. C'est vrai qu'on sait que nos universités ne vont pas reprendre les cours avant le mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas réouvrir, puisque le principe, c'est que si nous sommes déconfinés le 11 mai, quand il y aura un déconfinement général, les universités vont pouvoir réouvrir, mais elles ne réouvriront pas a priori pour accueillir les étudiants, pas d'enseignement en présentiel en tout cas. Donc les universités, elles vont rouvrir essentiellement pour accueillir les personnels. Peut-être pas tous, mais en tout cas une partie des personnels qui ont besoin de réintégrer leur bureau. Certains sont en attente de pouvoir le faire. Elles vont aussi rouvrir pour les centres de recherche parce que, alors pour nous les juristes, on est moins touchés, on a l'habitude de travailler en distance, à distance, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès à nos laboratoires, mais pour nos collègues scientifiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ils sont tous en attente de pouvoir réintégrer leur laboratoire et travailler et pouvoir reprendre leurs recherches dans de bonnes conditions. Et puis, les universités, elles rouvriront aussi sans doute pour faire centre d'accueil aux examens, mais pas les examens universitaires, peut-être les concours qui doivent être organisés et pour lesquels on va être un peu en manque de locaux au niveau national.
Ça, c'était vraiment la partie continuité pédagogique. Alors, une fois qu'on a, comment dire, un peu résolu nos problèmes de continuité pédagogique, on a dû s'atteler à une autre question qui était peut-être la plus épineuse, c'est celle de l'organisation des examens du second semestre. Épineuse cette question de l'organisation des examens parce que en fait, tout le monde avait besoin de savoir dans quelle direction on allait, donc tout aussi, enfin, du côté des étudiants, mais aussi du côté des enseignants, il y avait une vraie volonté qu'on avance vite. Et en même temps, on n'avait pas de directive nationale sur ce que l'on devait faire, pouvait faire. Tout ce qu'on savait, et ça a été posé très très tôt par le ministère et par la DGCIP, c'est qu'il n'était pas question de neutraliser les semestres, c'est-à-dire le semestre. Il fallait qu'on organise, qu'on prévoie l'organisation d'examens pour que les étudiants puissent valider leur diplôme, et il n'était pas question de donner les semestres en mettant 10 à tout le monde ou en neutralisant. Ça a été, je dirais, la directive qui est arrivée le plus tôt et le plus nettement. Mais avec cette directive, chacun a commencé assez vite à travailler, et vous m'interrogiez un petit peu sur le point de savoir s'il y a eu finalement un travail en commun, et la réponse c'est que on a échangé entre nous dans les facs de droit, mais en même temps, chaque faculté a ses spécificités. Quand vous avez 10 000 étudiants, des groupes de 1000, 2000, 3000 étudiants, c'est pas du tout la même chose que quand vous en avez 2000 et que vous avez des groupes qui sont un petit peu plus condensés. Donc, ça explique aussi qu'il n'y a pas eu de directive nationale. C'est plutôt bienvenu, outre qu'il y a quand même une autonomie des universités. C'est que finalement, il n'y a pas un modèle unique qui peut être décliné partout. Il faut faire avec les spécificités locales, et puis aussi avec la gestion de l'humain qui se fait vraiment au niveau le plus proche des personnes concernées. Et puis vous ajoutez à ça une autre difficulté pour l'organisation des examens, c'est que comme tout le monde, on a été pendant très longtemps confronté à cette incertitude quant à ce qui allait advenir, quand est-ce qu'on allait être déconfiné, est-ce qu'il était encore possible d'imaginer organiser des examens en présentiel, ce qui aurait été possible si le déconfinement était arrivé beaucoup plus tôt. Et au début, évidemment, on n'avait pas cette date du 11 mai en ligne de mire. Donc, dans ce contexte d'incertitude, voilà, tout le monde a travaillé chacun un peu dans son coin, avec des solutions souvent différentes pour les licences et pour les masters, ce qui se comprend naturellement parce que là aussi, les effectifs sont très différents. Et donc, on ne peut pas travailler aussi facilement, aussi simplement avec les effectifs de licence pour organiser les examens de licence qu'on ne le fait pour organiser les examens de master. Pour vous donner peut-être quelques éléments un petit peu plus précis, et là je regarde mes notes pour ne pas me tromper, il y a, je dirais, à peu près 3 modèles qui se déclinent sur les différentes facultés, avec l'idée, attention, que chaque faculté peut parfois utiliser ces 3 modèles, selon que l'on envisage les licences ou les masters. Il n'y a pas un modèle unique pour chaque faculté. Donc le premier modèle, c'est celui qui consiste à convertir intégralement en contrôle continu toutes les matières qui ont été enseignées en contrôle continu, donc ce qu'on appelle les matières ATD chez nous. Donc on convertit ces matières et la note de contrôle continu devient la note d'examen, et on neutralise totalement toutes les matières sans TD. Donc ça, c'est un système qui conduit à ne pas organiser d'examen, mais à quand même délivrer une note, mais sans examen, ni en présentiel ni en distanciel. Le deuxième modèle, c'est un modèle où les matières en contrôle continu ATD sont encore évaluées avec cette conversion, et la note de contrôle continu devient la note d'examen final, donc pas d'examen sur les matières ATD. En revanche, toutes les matières sans TD donnent lieu à un examen à distance, puisqu'en fait, tous les examens vont être à distance, je vais y revenir.
Donc là, ce sont des examens qui vont prendre la forme d'oraux ou de QCM avec ces outils distanciels. Et puis le troisième modèle, ça c'est plutôt le modèle généralement qu'on utilise pour les masters, c'est le modèle qui consiste à conserver tous les examens, aussi bien dans les matières avec PD que pour les matières sans PD, mais tous ces examens sont à distance. Alors ça peut être des cas pratiques, des vrais examens de fond à distance, ça peut être des oraux à distance, ça peut être des QCM à distance. Donc, ce qu'on voit avec ces trois modèles, c'est qu'on a vraiment totalement renoncé au présentiel, hein, parce qu'il n'est pas question, et on nous l'a bien fait comprendre, de mettre la santé de nos étudiants en péril, et on ne voit pas très bien avec les effectifs qui sont les nôtres comment est-ce qu'on pourrait respecter les mesures de sécurité. Donc, tous les examens qui vont avoir lieu à distance, et évidemment, ça pose des tas de questions. Ça pose des tas de questions, il y a de nombreuses difficultés, la question de la surveillance ou de la sécurisation, on pourra en reparler si vous voulez, c'est vraiment un point sur lequel nous, en tant que juristes, on est extrêmement attentifs, hein, parce qu'il ne s'agit pas de porter atteinte à la vie privée de nos étudiants. Le problème de la fracture numérique, là aussi, on pourra sans doute en reparler parce que c'est une question importante, la saturation du réseau, etc. Donc, on est quand même obligé aussi, même si les examens à distance vont être les principales modalités d'organisation des examens, eh bien, on va être obligé de prévoir des plans B et peut-être d'organiser pour certains étudiants qui ne pourront pas, pour des raisons légitimes, participer à ces examens à distance, d'organiser quelques examens en présentiel, mais là, sur un nombre beaucoup plus limité d'étudiants, et ça nous permettra de respecter les règles de sécurité. Donc voilà un peu où on en est sur on va dire, ces deux gros piliers du travail qui a été fait ces dernières semaines sur l'organisation de la continuité pédagogique et des examens du second semestre. Très bien, je vous remercie. Pour revenir rapidement sur la question de la continuité pédagogique, concrètement, quels sont les outils qui sont mis à la disposition des enseignants pour assurer cette continuité pédagogique? Alors, comment vous dire, cette crise totalement inattendue nous a confirmé, parce que je ne peux pas dire que c'était une surprise, nous a confirmé que nos universités étaient globalement assez mal équipées. Alors, on a des outils internes, hein, qui ne sont pas tous les mêmes, et souvent, un même établissement peut avoir plusieurs outils internes. On peut avoir l'ENT, l'espace numérique de travail, les plateformes Moodle, et donc, chacun choisit un petit peu s'il préfère travailler sur l'un ou sur l'autre. Ça, ce sont les outils internes. Et puis, on a des outils, on a les outils de tout le monde, hein, ceux que tout le monde a découvert avec cette crise pour organiser en catastrophe des réunions en présentiel. Donc, on a des enseignants qui ont fait cours sur Discord, on a des enseignants qui ont fait cours sur Zoom, on a des enseignants qui ont fait cours sur YouTube. Donc, sur Teams, enfin voilà, je ne veux pas faire de pub et j'en oublie certainement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu cette multiplicité d'outils et à la fois c'est très intéressant parce que ça nous a permis de les prendre en main, de se rendre compte que finalement, même si nos outils en interne n'étaient pas toujours performants ou bien pris en main par les uns et les autres, on était capable de se débrouiller avec ce qui est offert au grand public. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est cette dispersion. C'est-à-dire que moi, j'ai échangé avec pas mal d'étudiants et ce que les étudiants nous disent, c'est c'est un peu compliqué, on est un peu perdu parce qu'il y a un prof qui fait cours sur YouTube à telle heure, un prof qui fait cours sur Discord à un autre moment, on se trompe entre l'un et l'autre. Donc, sans doute, et si on essaye de se projeter sur la suite des événements, sans doute que il est certain même que si on veut continuer sur du distanciel, il faudra qu'on ait une meilleure gestion, une meilleure coordination. Et en même temps, en disant ça, j'ai bien conscience des limites parce qu'on a ce grand principe universitaire qui est celui de la liberté de l'enseignant-chercheur. Et la liberté de l'enseignant-chercheur, c'est aussi de lui permettre d'utiliser les moyens qui sont les plus adaptés à son enseignement. Donc, comment coordonner pour mettre un petit peu d'ordre
dans l'intérêt des étudiants, tout en laissant aux enseignants-chercheurs leur liberté pédagogique. Ça va être un défi à relever si on doit s'organiser sur le long terme dans cette démarche d'enseignement à distance. On comprend donc que les établissements et les enseignants sont autonomes finalement dans la mise en place de leur pédagogie et dans l'organisation des examens. Ne craignez-vous pas une inégalité des étudiants face à la capacité du corps enseignant à s'organiser? Et en parlant d'inégalité, vous avez parlé tout à l'heure de la fracture numérique. Qu'en est-il de la fracture numérique justement chez les étudiants en droit? Alors, oui, là, vous touchez sans doute à ce qui est, dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les doyens, avec les doyens, et quand on a imaginé notamment les modalités d'examen, le problème de l'égalité entre les étudiants, il est en permanence revenu comme un argument. Et c'est un argument qui est très complexe parce que on a un peu l'impression que c'est un argument à double tranchant. Dans un sens, on peut lui faire dire un peu tout et son contraire à cet argument d'égalité. En tout cas, il peut servir à justifier une solution et la solution contraire selon la façon dont on le tourne. En tout, c'est vrai que le présentiel, par exemple, l'examen en présentiel, pour beaucoup, ça a semblé être, et ça reste encore dans l'esprit de beaucoup, la seule façon de garantir la parfaite égalité entre les étudiants. Alors, c'est vrai que les numériques, et là, on a commencé aussi à identifier les causes, parce que la fracture numérique, derrière ce mot, il y a plein de causes. Il y a des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur. Il y a des étudiants qui n'ont pas accès à un réseau. Il y a des étudiants qui ont accès à un réseau qui n'est pas performant, un réseau qui sature trop. Il y a des étudiants aussi qui ont accès à tout ça, mais qui sont chez eux dans un environnement de travail qui ne leur permet pas d'être à leurs études. Et ça crée aussi une inégalité avec ceux qui vont avoir la chance d'être confinés dans des conditions qui sont des conditions plus favorables. On sait aussi que, et ça c'est une réalité, on a des étudiants qu'on a perdus, on a des étudiants qu'on a continué à suivre dans la continuité pédagogique, mais on a des étudiants qu'on a perdus, et ça c'est particulièrement vrai en licence. Alors, au niveau de la préparation des examens, dans certaines facultés, on observe, il y a un travail absolument titanesque qui est fait par certaines scolarités actuellement qui consiste à appeler individuellement chaque étudiant pour examiner sa situation et voir dans quelle mesure il est en capacité de se présenter à cet examen à distance. Vous imaginez que c'est vraiment un travail de titan, mais certaines facultés le font, et là encore, c'est pas pareil quand on a 2000 étudiants et quand on en a 10 000. Et puis une fois qu'on a identifié les problèmes, il faut trouver des solutions. Et là aussi, on a des universités qui ont commencé à déployer ces solutions avec donc des achats d'ordinateurs, des envois de clés 4G, voilà, plein de choses qu'on essaye de faire. La consigne générale qu'on a, c'est faire preuve de bienveillance, évidemment, pour ces étudiants et prévoir ces examens en présentiel, le cas échéant, pour ceux qui ne pourront pas se présenter à distance. Justement, que percevez-vous de l'état d'esprit des étudiants actuellement, et notamment quant à la valeur des diplômes qui vont être délivrés cette année, quand on sait par exemple qu'il sera impossible de réaliser des stages? Oui, alors là, c'est un problème qui concerne nos étudiants de Master 2, essentiellement parce que les étudiants de licence, je ne parle peut-être pas des licences professionnelles, mais bon, nos étudiants de licence, ils sont sur une continuité d'études, les étudiants de Master 1 aussi. Donc, c'est vraiment les étudiants de Master 2 qui peuvent être inquiets. Alors, inquiets parce qu'il y a le problème des stages, vous l'avez dit. C'est vrai que pour certains, le stage ne pourra pas être réalisé. Donc, nous, on va trouver des solutions. On va valider les diplômes nonobstant l'absence de stage. Mais c'est vrai que le problème ici, c'est le regard que va porter le monde professionnel sur les diplômes de ces étudiants, sur ces diplômes qui vont être obtenus dans ces conditions un petit peu différentes de celles que l'on a d'habitude. Et on espère vraiment que le monde professionnel va avoir aussi un regard bienveillant sur ces étudiants. Mais en même temps, la difficulté, finalement, elle s'insère dans une difficulté qui est plus large, qui est que derrière la crise sanitaire, il y a une crise économique. Et aujourd'hui, on voit bien que on a des entreprises, des cabinets dans lesquels les recrutements sont à l'arrêt. Donc, la question, ça va être celle de la reprise économique. Et nos étudiants, ils sont inquiets parce qu'ils vont s'insérer dans un monde économique
qui souffrent, et ils vont être en concurrence avec des étudiants qui peut-être, eux, ont obtenu l'année précédente, l'année prochaine, un diplôme qui, lui, sera considéré comme normal. Donc, vraiment, j'envoie un message à nos partenaires professionnels. Regardez aussi avec bienveillance les diplômes qui seront obtenus cette année, parce que ces étudiants, c'est pas leur faute, ils sont comme nous confrontés à une situation inédite et il ne faut pas qu'ils en pâtissent toute leur vie. Vous avez évoqué la réouverture des centres de recherche. Dans quelle mesure la crise actuelle va-t-elle avoir des impacts sur la recherche? Oui, alors je le disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, pour nous les juristes, on n'a pas véritablement souffert pendant le temps de confinement de la fermeture des établissements, puisqu'on a pu continuer notre recherche à distance. Alors ce dont on a souffert, c'est que la continuité pédagogique et l'enseignement à distance, on a réalisé à quel point c'est consommateur de temps. Et ça a beaucoup, beaucoup grignoté sur notre temps de recherche. Ça, c'est quand même un premier point qu'il faut souligner. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'en effet, la crise, elle va avoir une incidence sur la recherche à l'avenir. Et je dirais à la fois sur les objets de recherche et sur les modalités de la recherche. Sur les objets de recherche, bon, bah, en ce moment, et on le comprend, la mode, c'est tout ce qui est recherche liée au Covid. C'est vrai aussi pour les juristes, hein, parce que la situation, le Covid-19, il a eu comme conséquence ces circonstances extraordinaires, ces lois d'exception qui posent beaucoup de questions en termes notamment de liberté publique. Et puis, on pourrait, enfin là, j'ai plein d'idées, enfin, j'ai plein de thèmes en tête de recherche qui vont prendre une importance particulière du fait de cette crise. Alors, j'ai envie de dire quand même, n'oublions pas que toute la recherche ne peut pas être axée sur le Covid, que ce soit en droit ou que ce soit ailleurs. Hein, le monde va continuer et il faut quand même aussi qu'on puisse travailler sur autre chose et notamment qu'on puisse accéder à des financements pour la recherche, même quand on travaille sur autre chose que le Covid-19. Puis après, il y a la question des modalités de la recherche. C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où la recherche a vraiment pris une dimension internationale. On travaille en étroite synergie avec des équipes qui sont partout dans le monde. Et le distanciel ne fait pas tout. Hein. Avec ces équipes qui sont loin, on travaille déjà depuis longtemps en distanciel. Mais c'était aussi important qu'on ait des moments où on peut se rencontrer. Et là, c'est l'incertitude. On ne sait pas du tout comment les choses vont se passer dans les semaines, dans les mois, et voire dans les années à venir en termes de mobilité internationale. Et il va peut-être falloir aussi réinventer les médias, en quelque sorte, de cette recherche internationale. Très bien, je vous remercie pour ces questions. Alors, ces réponses plutôt. Donc, on le voit, cette crise inédite appelle de nombreuses questions sur le fonctionnement de nos universités. Quelles sont, selon vous, les nouvelles perspectives envisageables pour l'enseignement du droit en France? Et justement, quels enseignements tirer de la crise actuelle? L'objet de débat qu'on a déjà et qu'on va avoir, ça va être de se demander dans quelle mesure cette espèce de ballon d'essai grandeur nature de l'enseignement à distance va aller vers une forme de pérennisation avec différentes échéances. D'abord l'échéance de la rentrée. On ne sait pas encore en septembre comment les choses vont se passer dans les facultés, si on va pouvoir reprendre sur du présentiel, hein, et on a quand même des facultés qui travaillent sur des scénarios de reprise en mi-distanciel, mi-présentiel. Et puis après, sur le plus long terme, parce que il ne faut pas se cacher les choses, ça fait très longtemps que notre ministère pousse pour, à coup d'appel à projet, à coup de financement, pour la mise en place d'enseignement à distance. Il y a toujours eu une forme de réticence des enseignants. Et là, on y est rentré. Et je pense que notre ministère n'aura pas forcément envie qu'on fasse totalement machine arrière. Il faut voir que ça nous fait réfléchir aussi sur les raisons pour lesquelles on était réticents. Il y a des raisons qui tiennent aux modalités d'enseignement, aux modalités pédagogiques. Et je crois que ce qu'on doit dire, c'est que
le distanciel, il montre ses limites. C'est bien de faire une dose de distanciel, mais on ne peut pas faire que du distanciel et on sera heureux et nos étudiants seront les premiers heureux de pouvoir reprendre le présentiel. Maintenant, s'emparer du distanciel et véritablement se l'approprier pour en faire un outil complémentaire du présentiel, là, je crois qu'on est prêt à le faire tous. En tout cas, maintenant, peut-être l'obstacle qui était la difficulté de prendre en main les outils, on l'a surmonté, puisque ça y est, les outils, on les connaît, donc on n'a plus cette peur, en quelque sorte, de la nouveauté. Mais il y a toujours un certain nombre d'inquiétudes, et ce sont des inquiétudes notamment qui sont liées à l'avenir des universités, au modèle des universités. Beaucoup craignent que le distanciel ne soit en réalité, on va dire, une occasion de faire des économies, de faire moins de recrutement, de gérer la problématique immobilière dans les universités qui est réelle. Et on n'a pas envie que ça soit vécu comme ça et que ça soit utilisé pour ça. Je pense d'ailleurs que ce serait une erreur. Et s'il y a bien quelque chose que cette crise nous a appris, c'est qu'en réalité, l'enseignement distanciel, il demande une mobilisation du personnel qui est absolument énorme si on veut bien le faire. Et donc, il faut réfléchir peut-être sur des modèles, certes, mais pas avec la perspective que ça va être un facteur d'économie pour les universités. Très bien, je vous remercie. Là, à moyen terme, avez-vous une idée de la manière dont va s'organiser la rentrée universitaire? La crise sanitaire va-t-il impacter le processus de recrutement des enseignants-chercheurs? On pense tout particulièrement au concours d'agrégation en droit public dont les épreuves ont été suspendues. Cette situation-là ne risque-t-elle pas de fragiliser encore un peu plus cette institution? Alors sur la première question, celle de la reprise à moyen terme, bon, je vous le disais, c'est vrai qu'on a vraiment ces incertitudes sur la rentrée de septembre. On espère tous que ça sera normalisé sans en être totalement sûr. Ce sont des scénarios, mais enfin, on est comme tout le monde. J'ai écouté notre Premier ministre tout à l'heure. On voit bien qu'on navigue un peu à vue. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on va continuer à essayer de s'adapter, à faire au mieux en fonction de l'évolution de la situation. Est-ce qu'on sera déconfiné le 11 mai? Est-ce qu'on sera déconfiné plus tard? Est-ce qu'on sera reconfiné après? Combien de temps les mesures de distanciation sociale vont devoir être mises en place? On avisera à mesure, hein, mais on essaye de vraiment prévoir tous les scénarios. Après, sur les recrutements d'enseignants, alors il y a deux choses sur les recrutements d'enseignants. D'abord, il y a la question du recrutement du côté des recrutements qui étaient en cours. Vous avez parlé du concours d'agrégation. C'est vrai que là, le concours, il est suspendu, mais au-delà du concours qui est un peu emblématique, il y a tous les comités de recrutement, ce que nous on appelle les comités de sélection, qui étaient à l'œuvre dans les universités. Donc là, notre ministère a mis en place un certain nombre d'outils et de textes d'exception qui vont nous permettre de tenir ces comités à distance pour pouvoir poursuivre les recrutements pour la rentrée prochaine. Et là, il y a des universités qui ont choisi de repousser un petit peu, d'autres qui ont choisi de garder à peu près le même calendrier. Mais globalement, on va dire qu'entre septembre et décembre, on aura fait nos recrutements. Le concours d'agrégation, alors moi, j'ai pas d'informations fraîches sur le point de savoir si ça va reprendre rapidement, mais il me semble que si le déconfinement se produit, le concours devrait reprendre. C'est un concours, surtout à ce stade, où il devrait pas où on peut mettre en place les mesures de sécurité et de distanciation sociale. Est-ce que ça va fragiliser le concours? Je ne crois pas, pas plus. Enfin, ce qui peut fragiliser le concours, ce qui fragilise le concours, c'est la question du nombre de postes qui sont offerts. Donc, sur le long terme, s'il y a moins de recrutement parce que plein de raisons, parce que l'argent, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que on estime que les cours en ligne, ça permet de faire des économies ou je ne sais quoi encore, et qu'on décide de faire moins de recrutement, évidemment, le concours sera fragilisé. Mais je ne crois pas que la crise en elle-même fragilise le concours. Je vous remercie. Nous avons une question qui nous vient des internautes concernant la question des outils. La question est la suivante. Pensez-vous que le corps professoral est culturellement prêt à la digitalisation de l'enseignement? Pédagogie, interaction avec les étudiants, mise à disposition des ressources documentaires, etc.
Écoutez, je vous aurais sans doute répondu non il y a 2 mois. En tout cas, je vous aurais dit, il y a deux mondes. Il y a toujours eu dans le corps professoral, et je parle du corps professoral des juristes, hein, je ne parle pas des autres disciplines, il y a toujours eu des rétifs et au contraire des gens qui étaient extrêmement allants, extrêmement intéressés et qui voyaient que c'était un outil formidable. Et je dois dire que ce deuxième groupe, il n'était pas toujours très soutenu et très aidé. Je vous donne un exemple tout bête, mais la question de la comptabilisation dans nos services du travail qu'on fait sur ces outils pédagogiques, sur ces outils digitaux. Dans la plupart des établissements, il n'y a pas un référentiel, ou dans beaucoup d'établissements, il n'y a pas un référentiel qui permette de comptabiliser dans les services le travail qui est fait sur les outils numériques. Et quand le référentiel existe, c'est la croix et la bannière pour obtenir l'application du référentiel. Il faut faire 12 demandes, obtenir validation du CA, etc. Sans compter que les outils, ils ne sont pas forcément mis à notre disposition par l'université. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir une vraie prise de conscience là et que, en tout cas, on est assez nombreux à vouloir pousser nos universités pour réfléchir à cette banalisation de l'enseignement numérique. Ce que je voudrais, moi, c'est que les enseignants qui souhaitent faire de l'enseignement numérique, ils ne le fassent pas sur leur temps libre, à titre gracieux, comme si ce n'était pas du vrai enseignement. Et c'est encore un petit peu trop ce qui se passe. Donc, je dirais que si la structure et si l'institution suit, il y aura suffisamment d'enseignants pour lancer le mouvement. Et après, les autres suivront parce que c'est aussi un petit peu un cercle vertueux. Quand on a des collègues qui commencent à être un petit peu actifs sur ces outils, on se rend compte qu'il y a un potentiel et ça donne envie d'essayer. Et moi, autour de moi, je vois que ça marche, hein, cet effet vertueux. Donc oui, je dirais que le corps enseignant, il est prêt. Enfin, peut-être pas tout le corps enseignant, mais suffisamment pour que ça avance, si on s'en donne les moyens. La dynamique est lancée, en tout cas. Alors, je regarde l'heure, nous arrivons au terme de ce webinaire. Vous pourrez retrouver, chers internautes, l'intégralité de cet échange sur notre chaîne YouTube LexisNexis France. Merci infiniment, Sandrine Clavel. Et merci également à vous tous qui nous avez écoutés, qui avez participé. Je vous invite à consulter quotidiennement le blog du Club des juristes dédié au Covid-19. Vous pouvez également vous connecter aux plateformes d'information de LexisNexis, LexisActu et Lexis 360 accessibles gratuitement jusqu'au 11 mai. L'équipe éditoriale est mobilisée chaque jour pour assurer la continuité du traitement de l'information juridique. Cette tribune est aussi l'occasion de remercier au nom de LexisNexis toutes celles et ceux qui se mobilisent pour sauver des vies et pour assurer du mieux possible la continuité des services publics. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, bonne soirée.